Le secteur de la logistique, qui doit accompagner aussi cette nouvelle vision, cette nouvelle manière de procéder pour passer d'une logique de développement régional à une politique régionale. Les secteurs de la santé et de la bioéthique, les secteurs du tourisme et de l'artisanat durable. C'est vrai que par le passé, en Tunisie et encore aujourd'hui, le tourisme est essentiellement basé sur un tourisme balnéaire, avec toutes les difficultés. Il ne faut pas rejeter ce tourisme balnéaire. Mais néanmoins, ça amène des difficultés par rapport à la précarité, par rapport à la saisonnalité du tourisme balnéaire. Et notre pays, qui est à 1h10 de Nice, à 1h de Marseille, à 2h de Paris et à 2h de l'ensemble des capitales européennes aujourd'hui, a tous les moyens de pouvoir développer un tourisme alternatif, un tourisme de séminaire, un tourisme professionnel également, qui est extrêmement important et qui a été absent pour des raisons politiques. Disons-le clairement, c'est pour des raisons politiques. Il ne fallait pas venir en Tunisie et penser. Les gens n'avaient pas pensé en Tunisie avant la Révolution. Le secteur du tourisme et de l'artisanat, qui amène aussi beaucoup plus de solidarité dans le développement régional, et d'autres secteurs. La nécessité, il y a d'autres secteurs qui sont importants. Et toutes ces réformes et ces transformations sont en interaction entre elles. On ne peut pas imaginer d'investir sur le secteur du tourisme et de l'artisanat si on ne met pas en place une réforme, en tout cas une cohérence dans la réforme de l'éducation et dans la réforme de la formation professionnelle. Notre pays souffre aujourd'hui, c'est-à-dire on forme des gens, et il leur manque des jeunes, et il leur manque très souvent un complément de qualification pour pouvoir apporter le petit plus qui fait que c'est nous différencier par rapport à, on va dire, par rapport à nos compétences. Ce nouveau modèle de développement devra aussi intégrer, j'ai dit dans mon introduction tout à l'heure, réellement la notion de développement durable et de développement solidaire. Durable par rapport aux futures générations et solidaire par rapport aux générations actuelles et générations futures. Maintenant, ces différents secteurs d'activité, on ne pourra pas les faire tout seul en Tunisie. On a besoin de partenaires industriels. La Tunisie a toujours été et a toujours évolué au sein du bassin méditerranéen. Nos partenaires traditionnels et nos partenaires historiques et nos partenaires stratégiques pour le futur se trouvent dans le bassin méditerranéen. On n'a aucun doute là-dessus. Et il faut qu'on s'accroche à ça. Aujourd'hui, notre partenaire principal est l'Europe, et en Europe, notre partenaire principal est la France. Mais la manière de collaborer entre ces pays-là doit également changer. On doit être beaucoup plus équilibré et beaucoup plus dans une logique de valeur ajoutée pour les deux composantes. L'Europe cherche en Tunisie, dans cette région du monde, des zones de croissance, des facteurs de croissance d'une évidence et culturelle. Il faut que nous, de notre côté, on emporte la responsabilité. On ne jette pas la responsabilité à d'autres, on emporte la responsabilité. Il faudra qu'on sache prendre nous-mêmes des décisions pour faire en sorte qu'on passe d'une logique d'économie manufacturière, qui était en vigueur au début des années 70, à une économie beaucoup plus, des secteurs beaucoup plus innovants, où la recherche et le développement, et où le développement puisse prendre sa part et une part importante dans cette transformation. Maintenant, une fois qu'on a parlé du long terme, notre peuple et notre jeunesse n'attendra pas l'horizon 2030 pour trouver des solutions. Et là aussi, il va falloir qu'on trouve des solutions à court terme, à moyen terme, pour pouvoir apaiser les populations et pour pouvoir leur apporter des solutions. À cette population. Et là aussi, la réflexion, à mon sens, doit partir de la structure actuelle de notre économie et des difficultés structurelles qu'a notre économie aujourd'hui pour pouvoir essayer d'apporter des solutions qui ne soient pas uniquement court-termistes, mais qui soient également en cohérence par rapport à notre plan stratégique de développement pour le futur. Notre économie, aujourd'hui, est composée principalement de petites et moyennes entreprises, d'abord de très petites entreprises et de très moyennes entreprises, comme on dit. Ce qui est le cas de toutes les économies. En France aussi, c'est principalement des TPE et des PMI qui constituent. La différence, en tout cas la faiblesse qu'on a nous en Tunisie aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de
ces jeunes. Une PME de 10 employés en Tunisie n'a pas les moyens d'embaucher un diplômé d'enseignement supérieur ou même un technicien supérieur parce que les mécanismes aujourd'hui d'encouragement à l'emploi sont totalement inadaptés. Ils sont conçus pour les grands groupes, on n'a pas tant que ça, on a très peu, on n'a pas de locomotives qui permettent de tirer ces PMI vers plus de prospérité ou plus de création de valeur collective, individuelle et collective. Ça a un double impact. Un impact de non-développement économique, un nombre relativement important de ces PMI se retrouvent elles-mêmes dans ce qu'on appelle dans l'économie parallèle, dans l'économie informelle. Je le disais tout à l'heure, 30% de notre PIB est dans le secteur informel, 30 voire plus. Donc il va falloir, dans le point de départ, qu'on ait un véritable plan dit Marshall, à destination de ces petites et moyennes entreprises, et que l'État joue son rôle. On va voir ça en tout cas sur le court terme et le moyen terme, pour permettre à ces PMI vraiment de pouvoir libérer les énergies et de pouvoir adresser, en tout cas de contribuer à adresser le problème du chômage et du chômage régional. Les mécanismes d'emploi aujourd'hui en Tunisie, comme je disais, sont destinés et marchent très bien aux grands groupes. Quand on s'adresse à un grand groupe ou un groupe de taille plus moyenne et qui lui-même est adossé à un groupe international, les mécanismes marchent bien. Par contre, pour les PMI, ces mécanismes, et c'est l'essentiel de leur tissu économique, n'ont servi sur les dernières décennies qu'à faire du dumping social. C'est-à-dire que les PMI en profiter, enfin été contraintes d'en profiter pour certaines et pour la majorité, pour baisser leurs charges salariales et pour faire organiser un turnover, c'est-à-dire qu'ils prenaient de la valeur à bas prix et au bout d'un an, ils licenciaient, on pouvait romper le contrat avec le jeune qui était remis sur le marché de l'emploi et entre-temps, il n'avait reçu aucune formation, aucune qualification supplémentaire, si ce n'est le fait qu'il avait été intégré dans une entreprise, certes, en tout cas, on n'a pas augmenté ni son employabilité, ni ses chances de pouvoir continuer de progresser, de pouvoir trouver un emploi plus durable ou plus périn au sein de l'économie tunisienne. Donc il va falloir concevoir des contrats de programme avec ces deux mécanismes, qui ne soient pas dans une logique administrative, parce que ces programmes sont aussi dans une logique administrative, c'est un an ensuite vous débrouiller, mais dans une logique réellement de contrat de programme où l'État s'engage et où les fédérations professionnelles, principalement les fédérations professionnelles, s'engagent également par rapport à la formation et par rapport à l'intégration effective de ces jeunes-là sur le court terme et sur le moyen terme, en accent sur les secteurs d'activité qu'on aura reconnus comme étant stratégiques pour notre pays. Je vous parlais tout à l'heure aussi de secteurs et des différents secteurs de découpage régional. C'est important que les régions, les 5, 6, 7 sur lesquelles la communauté nationale sera d'accord, puissent avoir une cohérence. Si je parle d'agroalimentaire, c'est principalement les régions du nord et du centre qui ont la capacité de porter ces industries agroalimentaires. Si on parle d'énergie, c'est principalement les régions du sud et du nord, où il y a beaucoup de vent, qui peuvent aller vers ces secteurs d'activité d'énergie et d'énergie renouvelable, notamment, que ce soit solaire ou l'énergie éolienne. Donc c'est impératif que les bassins de progrès, on puisse reconstruire cette identité socio-économique en investissant, en promouvant des secteurs d'activité précis et sur le court terme, de pouvoir avoir le courage d'avoir des programmes à court terme et des programmes d'encouragement. L'État joue son rôle en cohérence par rapport à cette vision à long terme de la transformation de notre économie. Est-ce que tout cela suffira? Je ne le pense pas. Je vous disais tout à l'heure que la Tunisie a aujourd'hui un risque, ou en tout cas des enjeux sécuritaires. Mais il n'y a pas que la Tunisie qui a un risque sécuritaire, c'est toute la région qui a un problème sécuritaire, et c'est toute la région qui a les mêmes problèmes et les mêmes enjeux, et les mêmes défis à relever pour demain. Si on prend le Maghreb, sur la prochaine décennie, le Maghreb va devoir créer 10 millions d'emplois pour faire face à l'évolution démographique du Maghreb. Est-ce que chaque pays
pourra y arriver seul, sincèrement, je ne le pense pas. L'intégration maghrébine, pour des raisons qu'on peut décortiquer, politiques, de relations entre deux pays, des pays différents dans la région, en ont certainement été une des raisons, mais néanmoins, cette intégration maghrébine est toujours restée un peu crue. Elle n'existe pas aujourd'hui. On a des économies qui sont des économies qui devraient se complémenter avec des similitudes entre les pays du Maghreb, des similitudes, une identité culturelle, une identité ou une unicité de langue entre ces pays-là, et pourtant l'intégration maghrébine est aujourd'hui à l'arrêt. Et ne pas fonctionner. Je pense qu'aucun des pays ne pourra relever les problèmes si on n'arrive pas à aller vers cette intégration maghrébine. Ces pays du Maghreb sont, je le disais tout à l'heure, tous les trois confrontés à un problème sécuritaire. On le voit aujourd'hui au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Libye, même en Mauritanie aujourd'hui, qui fait que ça devrait accélérer cette intégration maghrébine parce que c'est qu'à travers, d'une part, des politiques cohérentes entre ces pays et d'autre part, un développement social et économique, on pourra adresser ce problème sécuritaire. Le problème sécuritaire, in fine, la raison essentielle, c'est des problèmes sociaux et des problèmes économiques. Ensuite, il y a d'autres, c'est ce qui fait le terreau et qui permet d'identifier ces problèmes économiques. Cette intégration, quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, la Tunisie, c'est 10 millions d'habitants. Si on prend tout le Maghreb, si on rajoute la Libye, c'est 120 millions d'habitants. Un marché de 120 millions d'habitants, c'est pas un marché de 10 millions d'habitants, ni de 30 millions d'habitants pour l'Algérie, pour le Maroc, et la Libye, c'est pas. Donc cette intégration maghrébine peut paraître impossible aujourd'hui, mais qui aurait dit à la sortie de la Seconde Guerre mondiale que l'Europe se construirait? Qui aurait dit que l'Europe se construirait à la sortie de la Seconde Guerre mondiale après des décennies, des siècles de conflits durs entre les pays d'Europe? Aujourd'hui, c'est pas un choix, c'est pas un vœu pieux, c'est une nécessité, c'est une condition de survie pour cette région du monde. Quand on regarde les échanges interrégionaux pour la région du Maghreb, c'est le niveau d'échanges commerciaux, d'échanges en technologie, d'échanges en industrie le plus faible du monde entre les pays du Maghreb, ce qui est vraiment une anomalie de l'histoire et qui ne correspond pas aux volontés des peuples en plus du Maghreb de ne pas avoir ces échanges. D'autre part, cette similitude d'identité entre les pays du Maghreb est également un rempart par rapport à notre réalité culturelle. Quand je dis un rempart, c'est un rempart par rapport à une certaine forme d'agressivité ou d'attaque qui arrive sur cette région du monde, sur le Maghreb. Quelle identité musulmane, mais à qui on cherche à imposer une identité musulmane différente. Et cette identité musulmane, on doit être fier, on doit la porter, on doit la défendre, et on doit défendre cette identité et la promouvoir quelque part, qui est un facteur de richesse. Tout pousser et tout pousse, encore une fois, à une meilleure intégration régionale. Je parlais de la partie sécuritaire, de la partie historique également. La partie économique est une évidence, et j'axerai mon propos sur la partie économique, également culturelle, si je viens d'en parler. Ces pays sont confrontés à des difficultés sensiblement identiques. Chômage des jeunes, galopant, à deux chiffres, et quand je dis à deux chiffres, c'est plus de 20% de chômage des jeunes. Des investissements insuffisants. On nous a souvent vaccinés en Tunisie, au Maroc d'ailleurs aussi, avec des investissements directs étrangers, c'est-à-dire en disant oui, on avait le sentiment, mais les gens avaient le sentiment qu'on avait beaucoup d'investissements étrangers en Tunisie ou au Maroc. Il faut savoir que cette région du monde n'attire que 0,4%
des investissements directs étrangers de par le monde. C'est-à-dire que 2% des investissements directs étrangers des zones dites émergentes, ce qui est vraiment non seulement insignifiant, mais ne permettra pas le développement économique. Face à ce constat, ça doit vraiment être un objectif prioritaire pour pouvoir relever en commun ces problèmes de chômage des jeunes si on ne veut pas aller vers une catastrophe dans cette région du monde dans le futur. Donc l'intégration maghrébine, même si elle paraît aujourd'hui très complexe, du fait sécuritaire d'ailleurs, du fait sécuritaire et du fait politique, doit réellement être pour nous l'objectif stratégique sur les prochaines années. Je vais vous donner aussi d'autres chiffres entre cette région qui appellent à la réflexion entre les échanges. Je vais prendre la Tunisie, je vais parler du Maroc et de l'Algérie. Ça changera un peu. L'Algérie importe 0,6% de sa consommation en produits agroalimentaires du Maroc et importe 40% de la France et de l'Espagne. Ça donne la dimension du potentiel de développement pour ces pays-là, avec une meilleure intégration régionale et une fluidité. Par contre, cette intégration régionale demande aussi des réformes structurelles, dont j'ai parlé pour la Tunisie, mais également dans les autres pays, parce qu'il est hors de question que cette intégration régionale se fasse, en tout cas, ça serait un facteur d'échec, ces pays-là, si elle se faisait sur la base, sur le dos d'un dumping social et sur le dos des peuples. Je parlais d'agroalimentaire, je pourrais parler aussi du secteur de l'énergie renouvelable, mais également de l'énergie plus traditionnelle. On a la chance d'avoir des économies qui sont des économies qui doivent être, et qui sont d'ailleurs, des économies complémentaires entre l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Tunisie d'un côté, l'Algérie de l'autre. Et si ces pays collaboraient mieux, si je prends le secteur de l'énergie et de la pétrochimie, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie devraient et pourraient être le premier centre de production en pétrochimie, et je reviendrai sur la pétrochimie, du monde. Et d'être le premier centre d'énergie et de pétrochimie du monde attirerait un nombre de sous-traitants, créerait en tout cas des sous-traitants dans ces pays-là, qui générerait un nombre d'emplois incalculable, vraiment de manière très importante. Et permettrait aussi de transformer notre économie. Parce que quand on regarde la pétrochimie aujourd'hui, ou en tout cas les énergies autour du phosphate en Tunisie, c'est un des problèmes, c'est le syndrome dit hollandais, des problèmes environnementaux, des problèmes de santé publique, une industrie qui n'a pas su se renouveler par le passé. Pour aller à Gaza, pour aller à Gadès, pour regarder la situation sur un plan écologique et sur un plan de santé publique que les populations locales subissent par rapport à une énergie, par rapport à une industrie de pétrochimie qui n'a pas su suivre les évolutions technologiques et qui aujourd'hui, vraiment, on se retrouve avec des pathologies, on ne voit que dans ces régions-là. Je présume qu'au Maroc, enfin, j'en suis sûr, c'est la même chose. Donc même cette intégration régionale permettra d'introduire de l'innovation, d'introduire de la modernité dans la manière de l'aborder, et ça permettra, au-delà de résoudre le problème de l'emploi, également de résoudre des problèmes qui sont des problèmes cruciaux aujourd'hui en Tunisie sur un plan de santé publique et sur un plan environnemental, notamment sur les bassins. Outre le commerce de biens et de services que ça permettrait de développer sur cette intégration régionale, ça permettra également, je le répète, d'introduire de l'innovation et de moderniser nos industries et de moderniser les économies respectives de ces pays, qui est essentiel. Et d'être plus attractif, je l'ai dit tout à l'heure, 10 minutes, tu me laisses et tout. Bon, je vais même faire moins que 10 minutes. Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'intégration régionale? Parce que sur les trois dimensions, sur un plan politique, sur un plan économique, enfin, sur un plan social et économique, et sur un plan sécuritaire, l'avenir est là. La solution passera par les intégrations économiques. Et je
millions, 120 millions d'habitants en intégrant la Libye, face à ce qui se passe aujourd'hui, avec l'économie mondiale qui se globalise, etc., donnera également beaucoup plus de poids et beaucoup plus de consistance par rapport au dialogue, aux négociations entre les différentes régions. Et je parlais également tout à l'heure d'intégration dans le bassin méditerranéen. Je pense que la solution, et si on peut arriver à un bassin méditerranéen apaisé, que la relation entre l'Europe et cette région du monde tirera bénéfice d'une intégration régionale. C'est-à-dire que la solution également, mon propos n'est pas aujourd'hui de parler des problèmes de la crise économique ou des crises que connaît aujourd'hui le vieux continent, mais je pense que l'Afrique et cette région du monde est une région de croissance et de forte croissance, en tout cas de potentiel de croissance, qui peut également apporter des réponses à l'Europe aujourd'hui, dans une économie qui soit une économie intégrée, pour que l'Europe a aussi tout intérêt à favoriser, ou en tout cas à contribuer à cette intégration régionale. Et je le dis, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est-à-dire les dialogues, ça veut dire que l'Europe en est responsable, les politiques des différents pays en portent la responsabilité, mais néanmoins, cette intégration régionale permettra également d'apaiser, ou en tout cas de trouver des solutions à la rive nord de la Méditerranée, qui est à nos portes et on est à la porte de l'autre. Voilà ce que je voulais dire. C'est vrai que ça peut paraître des fois optimiste, mais je suis de ceux qui pensent que la volonté crée le chemin. La volonté crée le chemin. Et si le chemin n'existe pas, ben on va le créer. On va le créer et il faut qu'on le crée. Notre jeunesse le mérite, notre pays le mérite. Je le répète encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on passe par une période qui est une période un peu compliquée. On ne s'attendait pas à ceux qui pensaient que la transition vers la démocratie en Tunisie se ferait en claquant dans des doigts ou à travers les premières élections, sont soit des fous rêveurs, soit des inconscients. On est en train d'apprendre à mieux dialoguer entre nous. On est en train d'apprendre. Ce que je vous demande, en tout cas pour les Européens, enfin les Français, évidemment, qui sont dans cette salle, c'est non seulement de nous faire confiance, de nous tendre la main, et de ne pas avoir peur de cette région du monde. La peur ne génère que des catastrophes. Vraiment. Merci à vous. Donc on va commencer la deuxième partie de ce débat. C'était la conférence jusqu'à présent, donc nous allons débattre. J'attends les feuilles, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'occupe ? Vous avez des questions? Là-bas, je vais chercher. Là. On les a triés par ordre, on les a triés. Alors, en attendant les feuilles, si vous permettez de lever ce petit moment, tout simplement, je tiens énormément à remercier toutes les troupes qui ont réussi à organiser cet événement, notamment nos jeunes qui on a spécialement aussi fait cette conférence. Donc merci de tout cœur à toutes les personnes que vous voyez bouger un petit peu partout, à ceux qui surveillent en haut, à ceux qui vous guident à vous asseoir et essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Merci à l'équipe TVC, merci à l'équipe TLA pour tout le travail que vous faites. Qu'est-ce que vous entendez, monsieur le ministre, par insécurité? Insécurité en Tunisie, insécurité au Maghreb. Est-ce que vous voulez parler d'un climat politique? Est-ce que vous voulez parler d'un climat économique? Est-ce que vous voulez parler d'un climat, disons, de police tout court? Parce que cette insécurité politique
c'est une chose, et il faut à ce moment-là revenir à la façon dont les élections qui se sont déroulées en Tunisie. Et il y a un problème sur lequel il va falloir revenir sans doute, c'est celui de l'intrusion des financements qataris et saoudiens dans les il faut le dire très fort. Je rappelle que la personne qui vient de parler, c'est le professeur André Ouchi, qui est très impliqué en Tunisie. Plusieurs aspects dans votre question, je vous en remercie. L'insécurité sur les différents aspects, sur les différents axes. Un problème de la sécurité politique. On a quand même en Tunisie aujourd'hui vécu plusieurs événements qui sont arrivés au crâne du 6 février avec un assassinat politique en Tunisie. Mais avant cet assassinat politique du 6 février, on a constaté une violence accrue contre les intellectuels, contre les journalistes et contre les hommes politiques, les hommes, les femmes, les hommes de manière générique, qui est insupportable et contre lesquels on peut avoir un risque de dérive vers de la violence ou de l'insécurité sociale. On n'y est pas encore. Et on y est en plein. La violence sociale, on n'y est pas encore. La violence politique, on y est. La violence sociale, on n'y est pas réellement encore. Par contre, la violence économique existe. Elle existe, il n'y a aucun doute là-dessus. On a une violence économique. Et mon propos aujourd'hui, c'est de donner une perspective pour pouvoir réellement replacer le social et replacer, parce que je suis de ceux qui pensent que le terreau de cette violence vient des problèmes sociaux et des problèmes économiques, et si on veut les adresser à long terme, il faudra trouver des réponses sociales et des réponses économiques pour pouvoir apaiser les deux. Ensuite, vous posez un autre problème extrêmement important, c'est le problème du financement public, du financement des politiques, qui effectivement, des partis politiques, bien entendu, aujourd'hui, on est de ceux qui appellent à une réforme, en tout cas beaucoup plus de contrôle par rapport à ces financements politiques qui créent une distorsion, une inégalité dans la manière et ce que vous dites est réel, on le sait, qu'il y a des financements venant que vous avez cités vers certains partis qui, quelque part, biaisent les règles du jeu et ont biaisé les règles du jeu. Ceci étant dit, même si je suis adversaire du parti que vous avez cité, les résultats reflètent malgré tout, parce qu'il faut savoir ce que la Tunisie a vécu sur les années antérieures. On a, nous, aussi la responsabilité de ces résultats, par un éparpillement des forces dites démocrates ou progressistes. Et le second parti, effectivement, le résultat des élections du 23 octobre, le second parti en Tunisie est le parti des voix perdues. Le parti des voix perdues. Et ça, on ne peut pas le reprocher au financement extérieur. Donc le financement extérieur, il faut le combattre. Quand je parlais tout à l'heure de l'intégration maghrébine, de l'intégration, en tout cas, de barrières culturelles, c'est aussi par rapport à ces intrusions des pays que vous avez cités et qui veulent transformer la structure de nos sociétés, de notre société, de nos sociétés, par l'intrusion d'une culture qui nous est étrangère, en nous faisant croire que c'est notre culture, en faisant croire à nos populations que c'est en jouant sur l'identité ou sur le fait identitaire, quelque part. Oui, sur un islam différent. On est fiers d'être musulmans. Sur l'islam dévoyé, absolument. Qui n'est pas l'islam de notre région, qui n'est pas l'islam de la Tunisie, qui est un islam de tolérance, qui est un islam, encore une fois, d'acceptation en Tunisie, je m'entends, historique. Et même au Maroc. Donc, il va falloir créer des barrières qui ne soient pas des barrières de peur, mais des barrières qui ouvrent, qui ouvrent des perspectives par rapport à cette région. Maintenant, l'intrusion, ou en tout cas les financements de ces pays-là, malheureusement, et pas
dans notre région, malheureusement, c'est un des grands dangers auxquels notre pays doit faire face. Et là, on a besoin aussi de vigilance dans notre pays, mais également de faire attention aux complicités qui peuvent venir d'ailleurs aussi par rapport à ces financements. Et c'est vrai que ça biaise aujourd'hui, et c'est un danger, c'est un véritable danger, et on l'appelle en tout cas, et on se bat, c'est le sens de notre combat, d'avoir une loi et une application de la loi beaucoup plus stricte et beaucoup plus transparente par rapport au financement des partis politiques, parce que ça passe aussi par le biais, par des moyens détournés, et que certains partis ont des moyens qui servent un projet politique qui est externe à la finance. Pour que je puisse avoir réellement à mettre à plat quelque chose en moi. Donc, combien, sincèrement, à Tunis, il y a d'habitants au kilomètre carré? Je voudrais que vous fassiez une équivalence entre tous les pays du Maghreb et que vous situiez, s'il vous plaît, monsieur. Je vous pose une question, j'aimerais que vous répondiez avec beaucoup plus de franchise. Dans les pays maghrébins, est-ce que vous êtes plus nombreux ou enfin au niveau de la population et du taux de démographie, vous vous situez, je crois, et je ne pense pas me tromper, devant l'Algérie, qui est devant le pays algérien qui est votre voisin et qui font, je pense, enfin, qui ont en ce moment des problèmes aussi avec leur jeunesse, mais qui ont déjà une politique peut-être un peu plus ouverte sur une